Aujourd'hui, petite vidéo tranquille, je vais tout simplement vous parler de mes dernières petites lectures. Et tu vas voir que ça va être quand même assez varié puisqu'on va parler d'un manga qui est fini, on va parler d'un manga français, on va parler aussi d'un one-shot, d'une nouveauté qui a fait parler d'elle en 2023 et on terminera avec une série très populaire qui est en cours. Voilà, j'ai réfléchi parce que je l'ai en numérique. Donc je ne l'ai pas sous les yeux, mais voilà, 5 mangas et petite particularité dans cette vidéo, je finirai par le manga que tu dois retenir. Je vais appeler ça le s'il doit y en avoir qu'un ou si tu dois en acheter qu'un, tu vois, peu importe, un truc comme ça, mais voilà, le manga que tu dois retenir, évidemment qu'il est à la fin pour le watch time, tout ça, bref. Allez, on passe tout de suite avec un manga que j'ai terminé cette année. Un manga que j'ai terminé cette année, non, je l'ai terminé en 2023. Mais Sanctuary, avec son 6e tome. Alors Sanctuary, je vous en ai parlé pas mal de fois, je pense, sur la chaîne. C'est un manga qui est revenu assez souvent. Petite particularité de ce manga, c'est une réédition. C'est un manga qui est assez vieux. Ça se ressent déjà dans l'époque historique, que je vous dépeindrai un peu après. Mais ça se dépeint aussi, sur simplement le style graphique, qui est quand même, somme toute, très ancien, mais qui claque, hein. Je pense que ça passe ou ça casse, il y en a qui vont kiffer l'esthétique, il y en a qui vont moins apprécier. Au niveau de l'histoire, je vous l'avais déjà pitché une fois, mais pour ceux qui regardent pas toutes mes vidéos, regarde toutes mes vidéos, c'est cool, ça aide. On va voir tout simplement Asami et Hojo, qui sont tous les deux ces personnages, qui ont un passé assez... Je te laisse le découvrir dans le manga, je vais pas spoil, mais ils ont un passé assez dur. Ils veulent changer les choses et pour ça, il y a deux axes qui visent. La politique et le monde de la pègre avec les Yakuza. Et ils vont faire un pierre-feuille-ciseau. Celui qui gagne, ou celui qui perd, enfin je me souviens plus qu'est-ce qui était en jeu, mais en gros, il faut un pierre-feuille-papier-ciseau pour savoir qui c'est qui va aller du côté de la lumière, donc de la politique, et qui c'est qui va être du côté de l'ombre, les Yakuza. Mais du coup ça va se faire et en fait ils vont gravir les échelons jusqu'à devenir très importants et nous on va les suivre, on va commencer à les suivre où ils commencent petit à petit, ils sont vraiment à la porte du pouvoir, on va dire, à partir du tome 1 et après bon ça va crescendo tout ça et ça augmente très vite rien que ce pitch de départ il est assez intéressant de voir le monde de la pègre et le monde de la politique grimper ensemble. On va voir aussi que évidemment le monde politique est tout aussi corrompu, voire plus que le monde de la pègre et des Yakuza, et que les deux sont finalement très proches. Et moi ce qui m'a plu, c'est ça, c'est de voir ce duo iconique. Dans le manga ils sont vraiment très emblématiques, tu sens que l'auteur instaure vraiment une aura divine autour d'eux quasiment, où les gens qui vont les suivre ou leurs ennemis vont vraiment se méfier à fond de ces personnages. C'est un manga aussi qui a des bons antagonistes, plusieurs fois, c'est ça, pour mettre des bâtons dans les roues à nos protagonistes, il va y avoir ces méchants qui vont venir et qui vont confronter nos amis, et donc c'est plutôt intéressant parce que voilà, on a une vraie adversité. Je pense notamment à un politicien qui est vraiment adversaire depuis quasiment tout le début jusqu'à la fin. Il y a aussi un énorme discours de passer à la nouvelle génération en fait. Voilà, il y a vraiment quelque chose que, voilà, des fois il faut laisser place à la nouvelle génération. Je pense que vraiment comment s'appelle le scénariste qui est Sho Fumimura, qui est notamment aussi Bronson, qui a fait Hokuto no Ken et bien d'autres mangas, qui vraiment il y a ce message de laisser la place aux plus jeunes, vraiment, il y a un sous-texte comme ça. Il y a aussi vraiment un message aussi de paix, de politique. J'avais noté d'ailleurs une phrase, une bulle de Hojo qui m'avait vraiment, que je trouvais vraiment belle. Cette époque ne connaît plus de frontières entre les pays. Le moment est venu de réfléchir à la paix à l'échelle mondiale. Le temps où l'économie florissait grâce aux guerres et aux conflits doit cesser. Voilà, donc ça a été écrit il y a quelques années et c'est toujours actuel. Voilà, donc bon, Sanctuary en 6 tomes, franchement c'est à faire. C'est pas un manga qui m'a non plus marqué tant que ça. Je trouve que la fin, il y a des personnages notamment, je vais pas spoiler, mais il y a certains personnages antagonistes, protagonistes, partenaires qui sont intégrés, mais je trouve que ça survole trop vite pour installer quelque chose d'intéressant. Je pense que c'est un manga qui peut-être sous ce format-là aurait pu se terminer au 5e tome. Il y a une fin douce amère aussi qui laisse, c'est ça, qui laisse un peu sur notre faim.
on aimerait bien voir ce qui se passe ensuite ou quoi, mais je sais pas. C'est pas quelque chose c'est pas un manga non plus que je recommande à tout le monde, mais si tu es intéressé par tout ce qui est politique, par tout ce qui est monde des Yakuza, tout ça, par ouais, les films de gangsters et tout, ça peut être vraiment quelque chose qui va te plaire. Si les dessins te rebutent pas, pour moi les dessins sont top, honnêtement, il n'y a rien à redire là-dessus. Mais bref, Sanctuary, très bonne découverte. En numérique, je me suis aussi mis à jour sur Kaiju Number 8, ce fameux manga édité chez Crunchyroll. J'ai lu dernièrement le tome 9 et le tome 10. Et donc je me suis dit que ça pouvait être cool de faire un petit bilan de cette série parce que on est au 10e tome, il s'est passé quand même pas mal de choses et j'ai pas mal de choses à dire sur la série. Et voilà, je vous en parle pas parce que je vous montre pas mes achats numériques. Donc voilà, ça se trouve vous savez même pas que je lis Kaiju Number 8, pourtant je le lis. Justement, et moi ce qui m'a marqué avec ce tome 9 et 10, c'est que c'est un manga qui se paie le luxe de mettre de côté son protagoniste pendant 2 tomes, hein, parce que pendant le tome 9 et le tome 10, on ne voit strictement pas le personnage principal dont j'ai oublié le nom. Kira, je crois qu'il y a un Kira, bon bref, j'ai oublié son nom, de toute façon c'est moi et les noms vous savez, mais de toute façon on ne voit pas le tome 9 et 10, on voit quasiment pas, et on laisse place plutôt à cette cette nouvelle génération finalement de chasseurs de kaiju qui pètent le feu en fait, qui sont extrêmement forts. On a notamment la fille de l'ancien directeur qui a été introduite assez tôt dans le manga et qui a été introduite comme étant très forte. Et en fait, là, on va voir qu'elle a des capacités encore plus élevées que sa mère et son père réunis, qui étaient d'excellents chasseurs de kaiju à ce qui paraît. Et moi, j'ai un peu ce problème avec Kaiju Number 8, c'est que ces chasseurs de kaiju, on ne sait pas d'où proviennent leurs forces. Ça veut dire que des fois, en fait, ils vont être juste forts de façon héréditaire, mais aussi juste forts parce que on ne sait pas en fait. Il y a eu peut-être un entraînement ou quoi, mais en fait, la force ne va pas se calculer en muscles, en entraînement, ça va plus être ta façon de t'assimiler avec ton arme qui est souvent issue de kaiju, et plus ton pourcentage est haut, plus tu vas être fort. Et donc il y en a qui vont être à 70% et pourtant ils vont être extrêmement forts. Il y en a qui vont être à 90%, ils vont être un peu moins, donc ça va vraiment dépendre de l'arme. Mais oui, en fait j'aimerais bien savoir pourquoi cette fille-là est forte. Est-ce que c'est de façon héréditaire ou est-ce que c'est... Enfin, il y a une explication dans les pouvoirs que j'aimerais bien savoir, qui moi m'embête un peu parce que je suis plus fan de l'école où ok, si t'as un talent, mais si tu t'entraînes, tu vas devenir fort. Mais en fait, moi, je suis plus fan de l'école où ta force dépend aussi de l'entraînement, du physique que tu as bâti et tout ça. Je suis plus fan de ça que quelqu'un qui arrive du jour au lendemain, ok, 70%, 90%, waouh, elle est trop forte, ça sort d'où, tu vois. J'aime pas ce talent acquis trop facilement. Voilà, c'est le seul truc qui me gêne dans Kaiju Number 8. Sinon, ce tome 10 se conclut par un cliffhanger, enfin pas forcément un cliffhanger, c'est pas forcément le bon terme, mais se conclut sur un début d'arc narratif où nos protagonistes étaient beaucoup trop bien, et là on est en mode ah ouais, là on commence à s'inquiéter pour eux. Même s'ils sont super forts et tout, là ça rigole plus. Donc ça c'est très intéressant, et j'imagine qu'au tome 11, tome 12, il y aura notre héros qui va arriver, Kafka il s'appelle comme ça. Il va arriver et il va complètement carry enfin je sais pas, en tout cas je pense que tome 11, tome 12 il y aura de l'action, enfin en tout cas c'est ça qui est bien aussi avec Kaiju Number 8, c'est qu'il y a de l'action tout le temps, c'est super bien rythmé, j'aime beaucoup. Non, Kaiju Number 8 toujours aussi bien à partir du tome 10, du tome 1 au tome 10, vraiment ça se lit super bien, c'est le genre de manga qui se lit facilement, voilà, tu peux prendre un tome comme ça par-ci par-là entre 2 lectures plus sérieuses et tu vas prendre du plaisir. Les dessins sont toujours aussi top, moi j'aime bien tout ce qui est armure et tout, je crois même que c'est un manga où il y a un mec qui est spécialement là juste pour dessiner les armes. Donc c'est pour dire à quel point elles sont détaillées et super intéressantes. J'aime pas trop présenter les one-shots en vidéo parce que j'aime pas trop en dire. Mais pour Alive, je vais faire une petite exception parce que je l'ai trouvé très bien et parce que c'est du Tsutomu Takahashi et qu'il est sorti je pense en 2023. Mais c'est pas une nouveauté pour autant. Alive, c'est l'un des premiers mangas de Tsutomu Takahashi, un des premiers mangas édités. Ça va se voir au niveau du dessin qui est beaucoup moins neuf, beaucoup moins frais que Jumbo Max, qui est un de ses derniers, voire son dernier manga publié. Et Alive, ça va raconter vraiment l'histoire d'un condamné à mort qu'on va repêcher dans une prison. D'ailleurs, la scène d'introduction du manga, elle est vraiment captivante et vraiment forte.
et voilà, si t'es pour la peine de mort, tu lis les premières cases et ça peut te mettre un doute, tu vois. Je suis pas pour ou contre, enfin bref, on n'est pas ici pour faire de la politique, mais je trouve que les premières pages, t'es en mode ah ouais non, la peine de mort c'est vraiment pas drôle. Mais bref, on va avoir ce personnage qui va être pris à part et on va dire ok, aujourd'hui tu vas pas mourir. Enfin, t'as le choix, soit tu meurs comme c'était prévu, soit tu vas dans une organisation, bref, on t'en dit pas trop, mais tu peux vivre un peu plus longtemps. Il va accepter et il va se retrouver avec un collègue qui était aussi voué à la peine de mort. Et ils vont être enfermés et au début, voilà, il y a une sorte d'expérience sociale où ils pourront demander ce qu'ils veulent et tout ça. Puis, il y a un personnage qui va apparaître de l'autre côté d'une vitre. Et là démarre l'histoire et c'est très sombre, c'est beau, c'est vraiment très sombre. Je t'en dis pas plus parce que c'est un one shot et si je te révèle qu'est-ce qui se passe, bah, ça va te gâcher typiquement 50%, 70% du manga. Donc je t'en dis pas plus, si ce n'est que les dessins sont toujours aussi kiffants de Tsutomu Takahashi, c'est vraiment très organique et moi j'aime beaucoup ça. De toute façon je te montrerai des planches mais c'est magnifique, moi j'aime beaucoup le style de l'auteur. Et voilà, découvrir un peu un manga par lequel il a débuté, c'est intéressant. Moi je vous invite dès que vous aimez un mangaka, bah, je vous invite à découvrir ses premiers mangas, ses mangas dans son ensemble, sa collection. Énormément de mangaka commencent par des one-shots ou des histoires courtes. Donc c'est cool de découvrir ça, hein. Je pense notamment à Gachiakuta ou dans l'édition collector du tome 4, il y avait le one-shot ou la série courte qu'elle avait faite pour un concours. Bref, c'est important je trouve de découvrir un peu tout ça parce que si on veut en apprendre plus sur un auteur, c'est la meilleure des façons. Ensuite, on va parler de Evol, et Evol que j'ai pris en numérique. Pourquoi parce que, attends, j'ai noté le prix, 33 $. Voilà pourquoi je l'ai pris en numérique, c'est que la version éditée, enfin la version papier du manga coûte, je crois qu'elle coûte 20 €, mais au Canada c'est 33 $ sans taxe, donc avec taxe on est dans les 33 à 36 $. Ça fait trop mal, et en numérique c'est 11 $. Donc voilà, donc si j'achète 3 tomes en numérique de Evol, ça me coûte pareil qu'un tome en classique. Donc voilà, juste la conversion pour moi était évidente. En plus, le premier tome, il y a eu quelques problèmes au niveau de l'impression. C'était une version, non, cette version c'était pas la bonne, donc il y a des papiers grisés, enfin bref. Ça m'a pas trop enchanté de commencer cette version papier. Et voilà, donc pour découvrir, j'ai lu le premier tome de Evol. C'est mon premier Atsushi Kaneko, hein, pour être honnête. Je ne connais pas l'auteur plus que ça, je le vois souvent passer dans les créateurs de contenu et ça a l'air plutôt intéressant. Et je me suis dit, bon bah Evol, ça revenait souvent. L'histoire est plutôt simple. On est dans un univers où il y a des super-héros et on va suivre un groupe de 3 personnes qui, avant de se réunir, en fait, se sont retrouvés dans un hôpital psychiatrique parce qu'ils ont essayé de mettre fin à leur jour. Sauf que depuis qu'ils sont dans cet hôpital, ils vont développer des capacités physiques, des pouvoirs en fait, qui vont leur permettre de s'évader grâce à ça. Et ils vont s'évader à 3 et ils vont former un sort de petit groupe et on va vite comprendre que ils sont pas vraiment à leur place dans cette société, ils sont pas trop à l'aise. Il y a notamment donc c'est un groupe de 1 garçon et 2 filles. Et d'ailleurs c'est un passage assez marquant, mais il y a une planche du manga où on va voir vraiment une pleine page avec plein de choses absurdes dans le monde, donc des enfants avec des armes, il y avait la bombe atomique, il y a des choses par rapport aux guerres, par rapport à plein de choses, et tellement des choses absurdes, et il est en train de dire en fait que ouais non, ce monde n'a aucun sens et tout, je veux tout faire péter, vraiment on sent qu'il comprend pas il comprend pas pourquoi le monde a vrillé à ce point-là. Et en fait, ils vont créer la Ligue des méchants. Sauf que le twist, c'est que les vrais super-héros, qui sont des sortes de super-héros un peu à la Superman, mais avec plus un ascendant électrique, on va dire. Donc il y a un garçon et une fille qui sont en tout cas sur Tokyo. J'imagine que dans le monde, il y aura d'autres héros, parce que c'est pas les seuls. Et en fait, ouais, sauf que ces super-héros en question sont pas forcément très bons. On est plus à des super-héros à la Homelander de The Boys, pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui connaissent pas, c'est des anti-héros, on va dire, qui sont... C'est pas des méchants, mais c'est que dans la façade, ils vont être gentils, ils vont faire des bonnes actions et tout ça, mais dans le fond, c'est qu'ils vont servir leurs propres intérêts. D'ailleurs, on va voir aussi qu'ils sont plutôt racistes, anti-spécifiques. Enfin, il y a une sorte d'échelle sociale pour eux, hein, c'est que les super-héros sont vachement au-dessus
que les moldus. Pour ceux qui lisent et qui regardent Harry Potter, vous avez la référence, mais dans Harry Potter, tu vois, il y a les sorciers et les moldus, et il y a des sorciers qui sont vraiment contre le fait de se cacher face aux moldus. Enfin, les moldus, c'est des sous-espèces. Bah là, c'est à peu près pareil. Les super-héros, ils vont penser comme ça, ils vont se dire, mais attends, nous, on est des boss, les humains, voilà, c'est des moins que rien. Sauf qu'ils vont être à la botte d'un humain. On va voir qu'ils ont besoin quand même d'humains pour certains trucs. Donc en fait, il y a plein de petites... On sent que dans ce tome 1, il y a plein de choses qui sont mises en place. Cet univers qui est plutôt cohérent, qui est plutôt cool, voilà, avec ce monde héroïque. Enfin bref, moi j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup aussi ce parti pris de suivre, on va dire, des méchants, mais qui... J'ai lu que le tome 1, mais je suppose que ces méchants vont plutôt servir la cause de façon positive, parce que rien que, tu vois, ce personnage, ce garçon, on ressent ce mal-être et on voit qu'il comprend rien à ce qui se passe sur cette planète et il se dit mais pourquoi on en est arrivé là. Donc tu vois, rien que de voir ces choses-là, il va pas vouloir empirer tout ça, il va vouloir le réparer. Alors est-ce qu'il va le faire d'une façon correcte ou est-ce qu'il va le faire d'une façon qui est complètement incorrecte? On verra. C'est en 6 tomes en cours en ce moment au Japon, 4 tomes sortis en France. Voilà, j'ai lu ce tome 1 et je lirai la suite sans souci parce que j'ai beaucoup aimé. Et on termine, hein, je te l'avais promis, mais s'il devait en rester qu'un, si tu devais acheter qu'un manga de cette vidéo, c'est Orion. Orion, un manga français. Orion, un manga que j'avais avant de commencer cette chaîne YouTube. C'est un manga en 5 tomes fait par Ayenki et Anaïbi. Donc Ayenki, c'est le scénariste, Anaïbi, c'est la dessinatrice. Et mon Dieu, qu'est-ce que c'est bon, Orion. Alors avant de vous raconter tout ce que j'en pense, ça parle de quoi, Orion? On va tout simplement suivre Koza et Vailiu, qui sont 2 amis, qui sont à la recherche du frère de Koza, qui est allé à Landgrave, qui est une sorte de cité. Une cité un peu où pour rentrer c'est compliqué, mais surtout une cité qui cache, on va dire, un rite d'initiation pour débloquer des habilités. Sauf que ce rite d'initiation, il est ultra dangereux. Et il y a très peu de participants qui en ressortent, mais quand tu en ressors de ce rite, tu deviens un surhumain, on va dire, pour faire assez simple. Donc ça, c'est vraiment le texte de base, mais je peux dire qu'à la fin du tome 1, on est dans complètement autre chose, et au tome 5, on est encore dans quelque chose de plus gros. C'est très compliqué de vous présenter Orion sans trop spoiler des parties. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment noté, moi, des choses qui m'ont marqué dans ce manga, sans trop vous en raconter, parce que voilà, j'ai pas trop envie de vous spoil et je vous conseille de toute façon de lire Orion, donc c'est pour ça que j'ai pas envie de vous le spoil. Dans Orion, malgré cette couverture, on voit juste 2 personnages et malgré ce que je vous ai raconté, il va y avoir énormément de personnages qui vont être présentés. Mais c'est pas un souci parce que les personnages sont vraiment développés. Ça veut dire que les personnages qui sont présents et qui sont présentés dans le manga ne sont pas inutiles. C'est qu'ils vont toujours servir à un moment ou à un autre. Chaque personnage, en plus de ça, a un chara design très très fort et très intéressant, mais va avoir aussi son vocabulaire. Ça, c'est très intéressant parce que le fait que ça soit un manga français, je pense que ça le permet un peu plus. Mais il y a des personnages qui vont parler avec un langage très soutenu, voilà, qui vont utiliser, qui vont recouler. Est-ce que tu peux tchatcher comme moi je tchatche? Je recoule, je broie la langue de Molière. C'est vraiment ça. Ils vont vraiment parler super bien. Et tu as des personnages qui vont avoir un peu plus d'argot, qui vont être un peu plus vulgaires dans leur façon d'être, mais aussi dans leur langage. Putain de merde. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que tu sais quel personnage parle juste des fois avec les bulles sans forcément avoir les directions, parce que tu dis oui, non, ça c'est que elle qui peut dire ça, ou il. Donc ça, c'est très intéressant. Ça me fait notamment penser au roman La Horde du Contrevent, où là aussi il y a beaucoup de personnages et chaque personnage, on va découvrir l'histoire avec le point de vue de chaque personnage. Il va y avoir des énormes dialogues et tu vois, Golgoth, il va pas parler comme les autres, enfin tu vois ce genre de vocabulaire et tout. Là, on a à peu près la même chose en manga, donc ça c'est très agréable. Aussi, c'est un manga qui monte crescendo. Vraiment, les enjeux du tome 1 versus les enjeux du tome 5, il y a quelque chose qui s'est passé. Enfin, il y a vraiment, ça monte en puissance à chaque fois. Il y a comme une sorte de... Au début, on est un peu comme dans un petit dôme, et petit à petit, des éléments sont dévoilés et on comprend un peu plus l'univers, et notamment ce tome 5, qui est le dernier tome sorti. C'est pour ça d'ailleurs que je vous en parle de Orion, c'est qu'il y a le tome 5 qui est sorti récemment, et que je me suis fait la lecture du tome 1 au tome 5 aussi. Et j'ai bien fait parce que c'est un manga très complexe. Donc voilà, on découvre de plus en plus l'histoire, notamment avec ce tome 5 où
il y a des éléments de l'histoire qui c'est présenté hop, dans une petite case et on passe à autre chose, alors que c'est un élément tellement important, je pense notamment à la carte en fait de l'univers de Orion. T'es comme ah mais attends, ça implique beaucoup de choses et enfin bref, je veux pas trop en dévoiler. Il y a aussi le fait est que chaque tome se termine par un cliffhanger ou quelque chose qui va te donner envie d'acheter le prochain. Donc c'est pour ça, hein, si tu veux acheter Orion, je te conseille d'acheter au moins les 3 tomes, parce que je trouve qu'à la fin du 3e tome, tu as vraiment une idée de vers où l'histoire va s'en aller, à peu près, hein, parce que c'est quand même rempli de mystères. D'ailleurs, c'est un manga qui... je passe du coq à l'âne, mais c'est un manga qui cache énormément de mystères, que ça soit dans son manga, mais aussi sous les couvertures, tout ça, donc c'est... Voilà, tu sens que Orion, c'est un manga travaillé, c'est vraiment ça qui me plaît, c'est que quand je lisais Orion, je sens qu'il y a beaucoup de choses, je sens que c'est riche, que ce soit au niveau du scénario, au niveau de l'histoire, tu sens qu'il y a vraiment de la matière et que les personnages sont là pour être développés et vont être développés, donc moi ça m'a vraiment intéressé parce que des fois tu as trop de personnages, tu te demandes à quoi ils servent et tout, mais là il y a beaucoup de personnages mais ils servent tout. Aussi on est plus habitués nous dans les shonen, puisque pour moi c'est un shonen, hein, c'est même classé shonen manga chez Glénat, on est plus habitué à avoir une direction. Par exemple Naruto, dès le premier tome il veut devenir Hokage, One Piece, Luffy il veut devenir le roi des pirates, on sait vers quoi on s'en va. Orion on sait pas vraiment. On va pas dire déjà Koza ou Value, quel est le personnage principal de l'histoire. Pour moi ce serait Koza, mais ça peut être aussi Value. Tu sais, il n'y a pas vraiment ce personnage là. Et on n'a pas vraiment leurs objectifs non plus. Oui, il y a cette recherche du frère, que ce soit pour Koza, qui est au début mais qui va être vraiment très vite désamorcée. Et après ça va être quoi en fait? Et on sent que déjà ces protagonistes vont évoluer de manière différente. Enfin bref, j'ai pas trop envie d'en dire plus, mais tout ça pour te dire que même à partir du tome 5, il n'y a pas ce « ok mais c'est quoi la suite, qu'est-ce qu'ils veulent devenir ?» Ça c'est à nous de le découvrir, si tu veux, et ça c'est l'auteur qui le décrit dans ses podcasts, et je trouvais cette métaphore très très pertinente, c'est que One Piece, tu vois, tu t'imagines une ligne droite comme ça, donc avec Luffy jusqu'à son objectif, mais dans Orion, on va plus être dans une ligne qui est horizontale, où on va avoir, voilà, on va passer d'un côté à l'autre, d'une histoire à une autre, mais on va pas aller de l'avant, tu vois. C'est un peu ça le concept, et je trouvais que c'était plutôt pertinent. Parce que oui, Ayanke, il fait des vidéos sur internet, il fait plus des podcasts, on va dire, où il va parler d'œuvres dont son manga, mais aussi d'œuvres de manga, d'animé, de jeux vidéo et de films, et c'est comme ça que je l'ai découvert, et c'est comme ça que j'ai découvert Orion. Et c'est marrant parce que j'écoutais ses podcasts, je n'étais pas créateur de contenu, puis maintenant je suis créateur de contenu et je parle de son manga. Et je le mets pas en avant autant comme ça parce que c'est un manga français, je le mets en avant parce que c'est vraiment un manga qui mérite d'être lu et qui est vraiment très très intéressant. J'ai pas parlé des dessins aussi, mais mon dieu que les dessins sont bons. Le seul défaut de ce manga, c'est que il n'est pas assez, comme beaucoup de mangas français finalement, c'est qu'il sort pas assez rapidement. C'est qu'il y a eu, par exemple, entre le tome 3 et le tome 4, il y a eu énormément de temps d'attente. Entre le 4 et le 5, un peu moins. Mais voilà, il souffre du fait que c'est long à faire un manga, ils sont que 2, il n'y a pas d'assistant et tout, et c'est long à dessiner. Mais tout ça pour dire que, en fait, du tome 1 au tome 5, il y a vraiment une progression au niveau des dessins. Le tome 5, graphiquement, il est imprenable, il est magnifique, il y a des pleines pages, il y a des découpages et tout ça qui sont trop intéressants. Les chara-design évoluent aussi, ça va être très intéressant, il y a des coupes de cheveux qui vont évoluer, notamment celle de Value. Enfin, tu sais, c'est un manga vivant, organique, enfin, c'est pas du tout craché, ou voilà, c'est quand tu lis Orion, tu dois être concentré, tu dois même le relire des fois, parce qu'il y a des passages que tu veux comprendre, qui sont difficiles à comprendre, mais que tu comprendras un peu plus tard. Donc voilà, non, enfin, je vais pas en dire plus sur Orion, je pense que je vous l'ai assez vendu. Lisez Orion, c'est super, c'est en 5 tomes pour l'instant, j'attends le tome 6 avec impatience, parce que rappelle-toi, je t'ai dit qu'à chaque fin de tome, on est comme « Attends, mais là c'est une dinguerie, faut que je lise la suite ». Donc voilà, je t'invite à découvrir Orion. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, n'hésite pas à toi mettre tes petites découvertes en commentaire, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!